La France de l'après-guerre émerge d'un conflit dévastateur qui a saigné le pays à blanc. 7 années se sont écoulées depuis l'armistice de 1918, mais les cicatrices sont encore vives. Des millions d'hommes ont péri sur les fronts, et ceux qui reviennent sont marqués à jamais, mutilés physiquement, hantés psychologiquement par les tranchées boueuses de Verdun ou de la Somme. L'économie est en ruine, l'inflation galopante ronge les salaires, et la reconstruction nationale absorbe toutes les énergies. Pourtant, au milieu de cette exhaustion collective, une vitalité nouvelle pulse dans les veines de la société. Paris, la capitale éternelle, incarne ce paradoxe avec éclat. Le jour, la ville bourdonne d'une effervescence bourgeoise. Les vitrines des grands magasins comme les Galeries Lafayette étalent des merveilles de luxe. Le champagne coule dans les salons mondains et les expositions artistiques du salon. D'automne au pavillon de l'exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes en 1925. Célèbre l'art déco naissant, avec ses lignes épurées et ses motifs géométriques inspirés de l'Égypte antique et des machines modernes. C'est l'ère du progrès technique. Les automobiles Ford envahissent les rues, les radios diffusent les premiers bulletins d'information, et l'aviation, symbolisée par les exploits de Charles Lindbergh un peu plus tard, promet un monde sans frontières. Mais la nuit tombe, et Paris se métamorphose en un tourbillon de liberté effrénée. Les cabarets comme le Moulin Rouge ou le Folies Bergère s'illuminent de néons clignotants. La fumée des cigarettes enveloppe les salles bondées où le jazz américain, importé par les soldats alliés, fait swinger les corps. Les orchestres noirs, avec leurs saxophones langoureux et leurs rythmes syncopés, électrisent l'atmosphère. C'est l'époque des années folles, où la prohibition aux États-Unis pousse les artistes expatriés comme Ernest Hemingway ou F. Scott Fitzgerald à trouver refuge dans les cafés de Montparnasse. Les corps se libèrent. Les danses frénétiques, comme le Charleston ou le Black Bottom, défient les conventions, avec des mouvements saccadés qui évoquent à la fois la joie de vivre et une rébellion contre l'ordre ancien. Et au cœur de cette transformation, les femmes émergent comme les protagonistes d'un drame social inédit. Elles ne veulent plus revenir en arrière, au rôle confiné de l'avant-guerre. Pendant le conflit, elles ont travaillé dans les usines d'armement, conduit des tramways, soigné les blessés, remplaçant les hommes absents. Cette expérience les a émancipées. Elles ont goûté à l'indépendance financière et à la responsabilité publique. Désormais, elles refusent le carcan victorien. Les femmes deviennent la plus grande peur de l'époque, non pas à cause de revendications politiques bruyantes, mais par leur affirmation quotidienne. Elles ne demandent plus la permission pour exister pleinement. Elles coupent leurs cheveux à la garçonne, un style audacieux popularisé par des actrices comme Louise Brooks, qui symbolise le rejet des longues chevelures synonymes de féminité traditionnelle. Elles fument en public, un geste autrefois réservé aux hommes ou aux courtisanes, défiant les normes de décence. Elles dansent comme on n'avait même pas le droit d'imaginer. Les jupes remontent aux genoux, révélant des jambes gainées de bas de soie, et les bras nus s'agitent dans une liberté sensuelle. La société n'est pas prête à cette irruption de l'individualisme féminin. Les conservateurs, les ecclésiastiques et les politiciens voient dans ces changements une menace à l'ordre moral, familial et national. Êtes-vous prêts pour une vérité choquante? En 1925, les femmes en France n'ont toujours pas le droit de vote, contrairement à leurs homologues britanniques depuis 1918 pour les plus de 30 ans, ou américaines, 1920. Elles restent juridiquement dépendantes de leur mari ou de leur père. Elles ne peuvent pas ouvrir un compte bancaire sans autorisation, ni signer un contrat, ni même choisir leur domicile. Mais visuellement, elles sont déjà libres. Leurs silhouettes androgynes, leur maquillage prononcé, lèvres rouges, yeux charbonneux, et leurs attitudes assurées terrifient plus que n'importe quelle loi. Car ce qui effraie, c'est l'idée que cette liberté extérieure annonce une émancipation intérieure irréversible. Pour comprendre ce basculement, il faut plonger dans le contexte historique plus large. La Première Guerre mondiale a non seulement décimé la population masculine, avec 1,4 million de morts français,
Mais elle a aussi bouleversé les rôles genrés. Les femmes, appelées munitionnettes dans les arsenaux, ont prouvé leur capacité à contribuer à l'effort de guerre. Après l'armistice, beaucoup refusent de retourner à la domesticité exclusive. Le taux d'emploi féminin augmente, particulièrement dans les secteurs tertiaires comme le secrétariat ou le commerce. Parallèlement, la mode évolue sous l'influence de créateurs visionnaires. Paul Poiret, avant la guerre, avait déjà commencé à libérer le corps féminin des corsets, mais c'est dans les années 1920 que cette tendance s'accélère. Les magazines comme Vogue ou Harper's Bazaar diffusent ces images de modernité, tandis que le cinéma muet, avec des stars comme Clara Bow, exporte le mythe de la flappeur à l'international. En France, le terme « garçonne » émerge, inspiré du roman de Victor Marguerite en 1922, qui dépeint une jeune femme indépendante et sexuellement libérée, provoquant un scandale national. Les débats font rage. Les médecins alertent sur les dangers pour la santé reproductive. Les psychologues parlent de dévirilisation des hommes face à ces femmes affirmées. Pourtant, cette peur masque une fascination. Les salles de bal sont pleines, les spectacles font recette, et Paris devient le centre mondial de cette effervescence culturelle. Ajoutons à cela les influences internationales. L'arrivée massive d'artistes afro-américains fuyant la ségrégation aux États-Unis enrichit la scène parisienne. Le jazz, avec des figures comme Sidney Bechet, infuse une énergie primitive et libératrice. Les expositions coloniales, comme celle de 1925, bien que problématiques par leur exotisme raciste, introduisent des éléments culturels africains et asiatiques qui influencent la mode et la danse. Les femmes, en adoptant ces styles, ne se contentent pas de suivre une tendance. Elles revendiquent une identité nouvelle, hybride, qui transcende les frontières. Mais cette liberté n'est pas sans coût. Les familles traditionnelles se déchirent. Des mères conservatrices désapprouvent leurs filles. Des maris jaloux imposent des ultimatums. Les journaux catholiques comme La Croix dénoncent ces femmes modernes comme des agents du déclin moral. Malgré tout, le mouvement est lancé. En 1925, l'exposition des arts décoratifs consacre le modernisme, avec des pavillons où la femme est représentée non plus comme une muse passive, mais comme une actrice dynamique de la société. C'est le début d'une fracture profonde, où le visuel précède le politique. Les femmes, par leur apparence, imposent un débat sur leur place dans la République. Et cela, plus que tout, sème la panique parmi les gardiens de l'ordre établi. Pour approfondir, rappelons que la France de la Troisième République est encore profondément patriarcale. Le Code civil napoléonien de 1804, toujours en vigueur, traite la femme mariée comme une mineure. Elle doit obéissance à son époux, qui gère ses biens. Les tentatives de réforme, comme les propositions de loi sur le suffrage féminin par des députés radicaux, sont systématiquement bloquées au Sénat, dominé par des conservateurs craignant que les femmes, influencées par l'Église, ne votent à droite. En 1925, une loi permet enfin aux femmes de travailler sans autorisation maritale, mais c'est une concession mineure. Face à cela, les féministes comme Hubertine Auclair, décédée en 1914, ou Marguerite Durand militent. Mais leur mouvement est divisé entre suffragistes modérés et radicales. Les garçonnes ne sont pas nécessairement militantes. Leur rébellion est instinctive, corporelle. Elles fument des cigarettes Torches of Freedom, un symbole importé des campagnes publicitaires américaines d'Edward Bernays, qui lie le tabagisme féminin à l'émancipation. En public, cela choque. Des incidents rapportés dans la presse montrent des femmes expulsées de restaurants pour avoir allumé une cigarette. Pourtant, les ventes explosent et les fabricants ciblent ce nouveau marché. Les cheveux courts deviennent un marqueur social. Les coiffeurs parisiens comme Antoine popularisent la coupe à la bob, inspirée des aviatrices comme Amelia Earhart. Celle-là libère du temps. Plus besoin d'heures pour coiffer des chignons élaborés et symbolise l'efficacité moderne. La nuit parisienne amplifie ces changements. Les clubs comme Le Bœuf sur le Toit attirent une foule hétéroclite, artistes, intellectuels, aristocrates décadents. Les femmes y dansent avec des partenaires multiples, flirtent ouvertement,
boivent du cocktail. Le jazz, avec ses improvisations, mirrors leur improvisation sociale. Mais cette liberté est inégalitaire. Les classes ouvrières ont moins accès à ces lieux, bien que le style flapper se diffuse via les magazines bon marché. Les provinciales lisent Femina ou La mode illustrée et tentent d'imiter. En 1925, la population féminine française est de 20 millions, dont une part croissante urbaine. Les démographes s'inquiètent. La natalité baisse, de 21 naissances pour 1000 habitants en 1913 à 18 en 1925, attribuée en partie à ces nouvelles femmes qui privilégient carrière et plaisir sur la maternité. Les lois anti-contraception de 1920 renforcent le contrôle, interdisant la de moyens contraceptifs. Pourtant, les avortements clandestins augmentent, témoignant d'une résistance souterraine. Cette tension entre tradition et modernité définit l'année 1925 comme un pivot. La guerre a brisé les chaînes, les femmes les jettent au feu de la nuit parisienne, et la société, terrifiée, commence à réagir. Sur la scène de cette Paris effervescente apparaît une figure iconique qui cristallise toutes les peurs et fascinations. Joséphine Baker. Née en 1906 à Saint-Louis, Missouri, dans une Amérique ségrégationniste, elle arrive en France en 1925 avec la troupe de la Revue Nègre, un spectacle importé pour l'exposition des arts décoratifs. Ces danseux, qualifiés de sauvages par la presse, mêlent influences africaines, jazz et burlesque. Vêtues d'une simple ceinture de banane, une tenue exotique créée par le costumier Paul Colin, elle se contorsionne avec une énergie primitive, ses mouvements évoquant à la fois la joie tribale et une sensualité débridée. Cela choque et enchante. La presse, comme Le Figaro ou Paris Soir, parle de menaces morales. Ces performances sont vues comme une importation de primitivisme qui corrompt la civilisation européenne. Les politiques, influencés par des ligues conservatrices comme l'Action française, réclament des interdictions, arguant que ces spectacles dégradent la femme et encouragent la débauche. Pourtant, les salles sont pleines à craquer. Paris regarde hypnotisé et ne peut pas détourner les yeux. Baker devient une superstar overnight. Elle gagne des fortunes, pose pour des artistes comme Picasso ou Matisse et inspire des poètes comme E. Cummings. Voilà ce qu'on ne vous dit jamais sur la liberté. Baker n'est pas seulement une danseuse, elle est un symbole de l'intersection entre race, genre et modernité. En France, où le colonialisme est à son apogée, avec l'Empire en Afrique et en Indochine, son image exotique flatte un orientalisme raciste. Mais elle subvertit cela en affirmant son agency. Elle adopte des enfants de toute race plus tard, prônant un village arc-en-ciel, et utilise sa célébrité pour combattre le racisme. En 1925, son impact est immédiat. Elle popularise le Charleston en Europe, un danse qui exige une mobilité corporelle incompatible avec les corsets victoriens. Les jeunes femmes imitent ses pas, ses coiffures afro, ses maquillages expressifs. Cela terrifie les gardiens de la moralité. L'Église catholique, via des encycliques comme celle du pape Pie XI en 1925 sur la modestie chrétienne, condamne ces danses païennes. Des associations familiales pétitionnent pour censurer les spectacles. Mais l'attraction est irrésistible. Baker incarne la régénération post-guerre, une force vitale pour une Europe épuisée. Les intellectuels comme André Breton la célèbrent comme une muse surréaliste, tandis que les féministes modérées la voient comme une pionnière de l'expression corporelle. Pour contextualiser, rappelons que la Revue Nègre ouvre au Théâtre des Champs-Élysées le 2 octobre 1925, attirant des célébrités comme Colette ou Jean Cocteau. Baker, âgé de 19 ans, vole la vedette avec sa danse sauvage. Les critiques sont partagées. Certains y voient une régression barbare, d'autres une révolution esthétique. Cela s'inscrit dans le négrophilie des années folles, où Paris idolâtre la culture noire américaine. Des clubs comme la Boule Blanche au concert de Louis Armstrong. Mais pour les femmes françaises, Baker représente plus, une liberté sexuelle assumée.
Elle vit ouvertement ses amours bisexuels, défie les normes raciales en épousant un Français blanc plus tard et gagne son indépendance financière. Cela inspire des milliers. Les ventes de disques jazz explosent. Les écoles de danse prolifèrent. Pourtant, la backlash est féroce. Des caricatures dans la presse dépeignent Baker comme une singe apprivoisée, renforçant des stéréotypes racistes. Les autorités municipales émettent des recommandations au cabaret pour modérer les tenues. En parallèle, des lois sur l'immigration de 1924 restreignent l'entrée d'artistes étrangers, bien que Baker obtienne la nationalité française en 1937. Ajoutons des anecdotes historiques. Lors d'une performance, Baker est huée par des nationalistes, mais ovationnée par le public. Elle ouvre son propre club, chez Joséphine, en 1926, devenant entrepreneuse. Son influence s'étend à la mode. Elle porte des robes fluides de Chanel, mélangeant exotisme et minimalisme. Pour les femmes ordinaires, elle est un modèle. Des ouvrières économisent pour assister à ses shows, puis rentrent chez elles transformées, osant des gestes plus affirmés. Celle a alimenté les débats parlementaires. En 1925, des députés discutent non d'économie, mais de l'immoralité des spectacles. Le ministre de l'Intérieur ordonne une surveillance discrète des artistes. Baker, espionnée, devient un symbole politique. Plus tard, pendant la Seconde Guerre, elle rejoint la résistance, utilisant sa célébrité pour transporter des messages. Mais en 1925, son rôle est culturel. Elle brise les tabous sur le corps féminin noir, pavant la voie pour des artistes comme Eartha Kitt. La société française, divisée entre admiration et horreur, réalise que la liberté n'est pas abstraite. Elle est incarnée, dansante, irrésistible. En élargissant, notons que les réactions à Baker reflètent les tensions genrées post-guerre. Avec 600 000 veuves de guerre, les femmes sont encouragées à se remarier pour repeupler via des campagnes natalistes. La loi de 1920 criminalise l'avortement et la contraception, punissant de prison. Face à cela, Baker et ses pairs offrent un contre-modèle. La femme comme performeuse, non procréatrice. Les magazines féminins comme Marie-Claire, fondé en 1937 mais préfiguré, débattent de ces icônes. Les conservateurs craignent une dépopulation morale. Pourtant, l'économie bénéficie. Le tourisme nocturne booste Paris, avec des Américains affluent pour voir Baker. Cela crée des emplois pour femmes, danseuses, costumières, serveuses. Mais la pression monte. Des raids policiers sur les cabarets, des amendes pour outrage à la pudeur. Baker, résiliente, tourne en Europe, exportant son style. Son impact durable. Elle change la perception de la féminité, la rendant plurielle, dynamique. En 1925, elle n'est pas qu'une danseuse. Elle est le catalyseur d'une peur collective. Si une femme noire peut dominer Paris, que deviendront les hiérarchies traditionnelles? Cette question hante les élites, tandis que les femmes, inspirées, commencent à danser leur propre liberté. En parallèle à l'exubérance scénique de Baker, une autre femme opère une révolution plus silencieuse, mais tout aussi profonde. Coco Chanel. Née Gabrielle en 1883 dans une famille modeste, elle a gravi les échelons pour devenir la papesse de la mode. Sans scandale tonitruant, sans danse provocante, elle enlève le corset, ce instrument de torture qui comprimait la taille à l'extrême, limitant la respiration et la mobilité. Elle enlève le superflu, les ornements victoriens, les jupes entravantes, les chapeaux extravagants. À la place, elle laisse le mouvement, des lignes droites, des tissus fluides comme le jersey, emprunté aux vêtements masculins de sport, des coupes simples qui épousent le corps sans le contraindre. Inspirée par les tenues des marins ou des cavaliers, comme les pantalons larges ou les pulls mariniers, elle impose des lignes masculines sur un corps féminin. La femme n'est plus un décor ornemental, un objet à admirer. Elle devient un sujet actif, capable de marcher, travailler, vivre sans entrave. Et c'est cela qui met la société en rage. Les journaux, comme l'Illustration ou le Petit Parisien, parlent de « fin de la féminité ».
Comment une femme peut-elle être élégante sans courbes accentuées? Les prêtres, dans leurs sermons dominicaux, dénoncent la fin de la famille, arguant que ces vêtements androgynes brouillent les rôles genrés, encourageant les femmes à négliger leurs devoirs maternels. Le pouvoir a peur d'une chose. Si la femme est libre à l'extérieur, pouvant se déplacer sans aide, sans corset qui la fait s'évanouir, la liberté intérieure devient incontrôlable. Elle pourrait exiger l'égalité salariale, le divorce, le vote. Chanel, en 1925, est à l'apogée. Elle lance son parfum numéro 5 en 1921, mais c'est sa mode qui transforme. Le Little Black Dress de 1926 préfigure, mais déjà en 1925, ses collections à la rue Cambon présentent des robes chemises, des tailleurs pantalons. Inspirée par son amant Boy Capel, elle emprunte au masculin pour émanciper le féminin. Et si ce qu'on vous a appris était dépassé? 1925 n'est pas une histoire de mode superficielle, c'est une fracture sociétale. Le monde ne le sait pas encore, mais il n'y aura pas de retour en arrière. La liberté n'arrive jamais en silence, elle s'impose par des gestes quotidiens. Chanel, orpheline devenue millionnaire, incarne cela. Elle vit seule, conduit sa voiture, gère son empire. Ses créations libèrent physiquement. Sans corset, les femmes respirent, bougent, font du sport. Tennis, golf, popularisé post-guerre. Cela s'aligne avec l'essor des Jeux olympiques. En 1924 à Paris, plus de femmes athlètes. Mais la backlash est virulente. Les médecins alertent sur des déformations corporelles. Les maris se plaignent de femmes trop masculines. Chanel répond par l'innovation. Elle popularise le bronzage, autrefois signe de pauvreté, en rentrant hâlée de vacances. Cela défie les standards de beauté pâle. Historiquement, Chanel s'inscrit dans un mouvement plus large. Avant elle, Poiret avait supprimé le corset en 1906, mais Chanel le démocratise. Influencée par la guerre, où les femmes portaient des uniformes pratiques, elle crée pour la femme moderne. En 1925, l'exposition des arts décoratifs la consacre. Son style art déco, avec perles et bijoux fantaisie, rend le luxe accessible. Elle emploie des centaines de femmes dans ses ateliers, promouvant l'indépendance économique. Pourtant, les critiques fusent. Des revues satiriques la caricaturent en destructrice de la grâce féminine. L'Église, via la Ligue patriotique des Françaises, pétitionne contre ces modes décadentes. Chanel, indifférente, collabore avec des artistes comme Diaghilev pour les ballets russes, mélangeant mode et culture. Pour étendre, notons l'impact économique. L'industrie de la mode française, valant des millions, s'adapte. Les exportations vers les USA explosent, avec des Américaines adoptant le Chanel look. Mais en France, les classes moyennes imitent. Des patrons de couture dans les magazines permettent de recréer chez soi. Cela démocratise la liberté. Les féministes comme Louise Weiss saluent cela comme un pas vers l'égalité. Pourtant, Chanel n'est pas féministe déclarée. Son émancipation est pragmatique. Plus tard, accusée de collaboration pendant la guerre, son legs reste controversé. En 1925, elle change le corps féminin en outil d'autonomie. Les femmes, en portant Chanel, ne se vêtent pas. Elles s'arment pour la vie moderne. Cette subtilité terrifie plus que les danses de Baker. C'est une révolution intime, inarrêtable. La liberté des femmes en 1925 provoque une contre-attaque sournoise. L'État n'interdit pas directement ces changements. Il fait semblant de protéger la morale, la tradition, l'ordre. Sur le papier, tout va bien. Aucune loi ne cible explicitement les garçons. En réalité, la pression commence subtilement. Les clubs féminins, comme l'Union française pour le suffrage des femmes, fondée en 1909, sont plus contrôlés. Leurs réunions surveillées, leurs publications censurées sous prétexte d'agitation sociale. Les cabarets reçoivent des recommandations officielles pour modérer les spectacles, avec des inspecteurs vérifiant les tenues. Les journaux publient des caricatures moqueuses. Des femmes aux cheveux courts dépeintes comme des monstres hybrides, mi-hommes, mi-femmes, menaçant la virilité nationale. La femme libre n'est plus une icône glamour, elle devient une menace à la cohésion sociale.
Voilà ce qui se passe à huis clos. La police surveille non les criminels, mais les danseuses, les actrices, les femmes trop visibles. Des dossiers sont constitués. Noms, adresses, relations, vêtements portés, même les applaudissements reçus. En 1925, le corps féminin devient une question politique. Au Parlement, on ne parle pas seulement d'économie, bien que la dette de guerre pèse, mais de jupes trop courtes, de coiffures rebelles, de démarches assurées. Des débats à la Chambre des députés évoquent la décadence vestimentaire comme un risque pour la République. Les radicaux socialistes proposent des réformes, mais les conservateurs bloquent. Cela s'inscrit dans un climat de restauration morale post-guerre. La loi de 1923 sur les outrages publics est utilisée pour harceler les femmes audacieuses. Êtes-vous prêt à connaître la vérité sur « Le plus dangereux, c'est l'exemple quotidien ». Pas les slogans militants, pas les manifestations rares, mais le vécu. Quand une femme ordinaire voit une autre, libre, sûre d'elle, indépendante, il devient impossible d'expliquer pourquoi elle devrait rester docile. Alors la pression passe par la honte sociale. Les magazines conservateurs écrivent « Elles finiront seules, sans mari ni enfant ». Elles détruisent la famille traditionnelle. Elles connaîtront le vide existentiel. La peur devient l'arme principale, instillée via des articles, des sermons, des ragots de quartier. Des psychologues comme Georges Heuillet publient des études sur la névrose les garçonnes, liant mode et instabilité mentale. Mais un paradoxe émerge. Plus la pression est forte, plus l'attraction grandit. L'interdit rend le style désirable. La condamnation crée des icônes involontaires. Chaque attaque devient une publicité gratuite pour la liberté. 1925 montre que contrôler les corps est plus facile que contrôler le désir humain. Le pouvoir le comprend, mais trop tard. Des anecdotes abondent. Une actrice arrêtée pour tenue indécente voit sa carrière boostée par la publicité. Les ventes de robes courtes explosent malgré les critiques. Historiquement, cette surveillance s'aligne avec l'essor des polices morales. Le Bureau des mœurs note les déviantes. Les écoles imposent des uniformes stricts pour contrer l'influence. Pourtant, les femmes résistent. Des groupes informels se forment, partageant patrons et conseils. Cela préfigure les mouvements ultérieurs. La pression familiale est intense. Des pères déshéritent. Des mères pleurent. Mais le désir de liberté l'emporte souvent. En élargissant, notons les liens avec le communisme. Le PCF, fondé en 1920, prône l'égalité mais reste patriarcal. Les femmes y militent, liant mode et politique. La contre-attaque de 1925 échoue finalement, car elle accélère le changement. La liberté ne reste jamais confinée à la capitale. Elle prend le train, lentement, inévitablement. En 1925, Paris n'est plus la seule source de changement. Les styles, les gestes, les habitudes gagnent la province via les chemins de fer, les magazines postés, les visites familiales. C'est là que le pouvoir perd vraiment le contrôle. Les petites villes n'ont pas d'avant-garde bohème, mais elles ont l'imitation, et l'imitation est plus dangereuse que la révolution ouverte. Les femmes lisent les magazines parisiens, retouchent leurs robes usées, raccourcissent les jupes de quelques centimètres. Cela suffit pour semer le doute. Devinez ce qui s'est passé ensuite. Les prêtres prêchent contre ces modes diaboliques dans les églises rurales. Les enseignants avertissent les élèves des dangers moraux. Les voisins murmurent sur les places de marché. Mais le processus est lancé. Une femme qui sort une fois sans corset ne le remettra jamais, non par révolte idéologique, mais parce que son corps a mémorisé la liberté physique. 1925 est l'année où le corps apprend à être libre. Ce qui fait le plus peur au système, c'est la normalisation progressive. Pas le scandale initial, pas la révolte bruyante, mais l'habitude quotidienne. 6 mois plus tard, les cheveux courts ne choquent plus dans les bourgs. 1 an plus tard, c'est banal. 2 ans plus tard, c'est normal. C'est ici que le pouvoir perd, car on ne peut pas interdire ce qui ne fait plus peur. Cela va changer votre vision du monde. En province, les femmes ne lisent pas de manifestes philosophiques.
Elles vivent simplement autrement. Elles travaillent dans les fermes ou les usines textiles, marchent plus vite pour attraper le train, regardent droit devant elles sans baisser les yeux. C'est une révolution silencieuse, sans chef charismatique, sans slogan accrocheur, sans date de fin programmée. Et ces révolutions gagnent toujours, car elles s'infiltrent dans le tissu social. La liberté a toujours un prix, et en 1925, ce sont les femmes qui paient d'abord, non avec de l'argent ou une carrière sacrifiée, mais avec leur réputation. Une femme libre devient un problème pour la société villageoise. On l'invite moins aux fêtes, on la salue froidement dans la rue, on parle d'elle derrière son dos avec des insinuations malveillantes. En silence, méthodiquement, douloureusement. C'est douloureux mais nécessaire. Le pire, c'est la solitude sociale. Les hommes admirent en secret ces femmes affirmées, mais n'osent pas s'engager publiquement par peur du qu'en dira-t-on. Les employeurs sourient à leurs compétences, mais hésitent à promouvoir, craignant des troubles. La liberté sans protection est dangereuse, exposant à l'ostracisme. 1925 n'est pas romantique. Il est brutal, testant la résistance des pionnières. Pourquoi les pires périodes sont les meilleures opportunités? Beaucoup cèdent sous la pression, reviennent en arrière, laissent pousser leurs cheveux, remettent les anciennes robes longues. On ne les juge pas ouvertement, on les plaint, et la pitié est aussi un outil de contrôle subtil. Mais certaines tiennent bon, même quand ça fait mal, même quand le prix semble trop élevé. Elles paient les premières pour que les suivantes paient moins, pavant la voie pour des générations. Historiquement, cette diffusion provinciale s'appuie sur les réseaux, les marchés, les foires, les cinémas itinérants diffusant des films hollywoodiens avec des flappeurs. Les postes de radio, en essor, transmettent du jazz. En régions comme la Bretagne ou la Provence, les traditions paysannes résistent, mais les jeunes migrent vers les villes, ramenant des idées neuves. La natalité baisse en province aussi, alarmant les autorités locales. Des maires édictent des arrêtés contre les tenues immodestes. Pourtant, l'économie rurale bénéficie. Des femmes gèrent des fermes veuves de guerre. Cette normalisation transforme la France profonde, rendant la liberté irréversible. L'histoire retient rarement les noms des femmes ordinaires qui changent le monde. Pas les icônes comme Baker ou Chanel, mais celles qui ont décidé un jour qu'il n'y a pas de retour en arrière. L'histoire change rarement sur le moment, elle évolue avec du retard. En 1925, personne ne proclame « Nous sommes plus libres ». On dit plutôt « Le monde devient étrange, incompréhensible ». C'est ainsi que naissent les ruptures profondes. La liberté des femmes commence comme un style superficiel, devient une habitude quotidienne, puis une norme sociétale, et seulement après une politique formelle. 10 ans de recherche en une seule vidéo. 10 ans plus tard, les femmes travaillent différemment, occupant des postes autrefois masculins. 20 ans plus tard, elles réclament des droits avec plus de force. 30 ans plus tard, en 1944, elles obtiennent enfin le vote sous De Gaulle. Mais tout commence ailleurs que dans la loi, par le corps, la posture, les vêtements, le regard confiant. 1925 enseigne une règle simple. Quand la forme change, le fond suit inévitablement. Pourquoi les gens intelligents font des erreurs? Beaucoup d'hommes du XXe siècle pensent avoir perdu le pouvoir à cause de la politique ou des guerres, mais il s'est échappé plus tôt, au moment où les femmes ont cessé d'être commodes, dociles. Sans révolution sanglante, sans coup d'État, sans guerre déclarée. Un jour, elles ne se sont plus courbées, littéralement et figurativement. Pourquoi être ordinaire est extraordinaire? 1925 n'a laissé aucun monument grandiose. Il a laissé une trace indélébile dans chaque femme qui marche plus vite, parle plus fort, regarde droit devant elle. Et cette trace ne s'efface jamais. 1925 est loin derrière nous, mais il ne s'est jamais terminé vraiment. Il vit dans les gestes contemporains, les habitudes qui paraissent naturelles. Chaque fois qu'une femme choisit seule sa voie, cela vient de là. Chaque fois qu'elle ne s'excuse pas pour exister, c'est l'écho de 1925. Et si je vous montrais une machine à remonter le temps? On croit que la liberté est un droit abstrait, un papier signé,
une loi votée. Mais la vérité est plus simple et plus inquiétante. La liberté commence dans le corps, dans la posture affirmée, dans le mouvement fluide, dans le refus d'être commode pour les autres. C'est pour cela qu'elle faisait peur en 1925 et qu'elle continue d'effrayer les conservateurs. Êtes-vous prêt à vous voir dans 10 ans? Les générations ont changé. Les noms ont disparu dans les archives. Les scandales sont devenus des footnotes historiques. Mais la peur est restée tapie. Chaque époque redoute la femme qu'on ne peut pas contrôler par la honte ou la loi. 1925 a montré une chose éternelle. Quand le contrôle se brise, il n'y a pas de retour possible. Cela va changer votre vision du monde. L'histoire aime les dates bruyantes, révolution, loi, signature solennelle. Mais les vraies ruptures se produisent dans silence, quand une femme cesse simplement de se courber. Et à ce moment-là, tout change irrémédiablement. Pour conclure avec profondeur, rappelons que cette émancipation de 1925 pave la voie pour les mouvements ultérieurs. Le MLF en 1970, les lois sur la contraception en 1967, l'IVG en 1975. Mais les racines sont dans ces années folles où le corps féminin devient politique. Aujourd'hui, avec des débats sur le genre et l'intersectionnalité, l'héritage persiste. Les femmes de 1925, ordinaires ou stars, nous enseignent la résilience. Face à la peur sociétale, la liberté triomphe par la persistance quotidienne.